C'est ici, au Carroll Company, studio à Wilmington, en Caroline du Nord, que l'acteur Brandon Lee tournait The Crow. Ironiquement, le film raconte l'histoire d'un homme qui meurt et revient à la vie pour venger sa mort. Pendant des décennies, la vérité est restée enfouie. Aujourd'hui, Chuck Norris la dévoile, et le secret le plus sombre d'Hollywood est enfin exposé. Il y a des tragédies qui ébranlent le monde, et puis il y a les vérités cachées derrière elles, que personne n'ose révéler. Je n'en ai jamais parlé devant une caméra, confie Chuck Norris, c'était pendant le tournage de The Crow, et Brandon est mort. Depuis plus de 30 ans, la mort de Brandon Lee était entourée de mystères, de silence et de rumeurs. Mais aujourd'hui, tout change. À 85 ans, Chuck Norris confirme enfin les rumeurs entourant la mort tragique de Brandon Lee. Un coup de feu entendu à travers Hollywood. Le 31 mars 1993, la vie de Brandon Lee fut volée, et ce jour-là, les rumeurs que Chuck Norris confirmerait des années plus tard prirent racine. Ce qui aurait dû être une journée de tournage ordinaire devint une cicatrice indélébile dans l'histoire d'Hollywood, résonnant à travers des décennies de chagrin, de suspicion et de regret. Le plateau de The Crow vibrait d'une énergie électrique. Brandon Lee, charismatique et intensément talentueux, s'apprêtait à devenir une légende à part entière. Ce film devait être son tremplin, le moment où il ne serait plus seulement le fils de Bruce Lee, mais une force unique. La scène, sur le papier, était simple, entrer dans une pièce, réagir à un pistolet pointé sur lui, et s'effondrer dans un moment chorégraphié de mort cinématographique. L'arme était chargée de ce que l'équipe croyait être des cartouches à blanc inoffensives, une illusion classique d'Hollywood. Mais dans la chambre de l'arme se cachait la mort elle-même. Lorsque le coup partit, Brandon tituba en arrière, une expression de confusion traversant son visage, si authentique qu'un instant, l'équipe pensa qu'il jouait. Puis il s'effondra lourdement, sans vie, sur le sol du plateau. Tout changea alors. La panique éclata. Les ambulanciers le transportèrent d'urgence au New Hanover Regional Medical Center à Wilmington. Pendant des heures, les chirurgiens luttèrent pour le sauver. Mais à 13h03, Brandon Lee, âgé de seulement 28 ans, fut déclaré mort. La nouvelle frappa comme un séisme. Hollywood pleura. Le monde pleura. Cette tragédie n'était pas le résultat d'une cascade risquée ou d'une imprudence. Non, c'était quelque chose de bien plus troublant, un effondrement des mesures de sécurité de base. Une trahison de la confiance entre la caméra, l'équipe et la vie qu'ils étaient censés protéger. Les murmures se transformèrent rapidement en clameurs. Comment cela avait-il pu arriver? Qui était responsable? Même des décennies plus tard, l'ombre de cet instant persiste, un rappel en tant qu'à Hollywood, les rêves sont fragiles, et parfois détruits avant même d'avoir eu la chance de vivre pleinement. Mais tous ceux qui pleurèrent la perte de Brandon ne le firent pas depuis les coulisses. Dans l'ombre de l'élite discrète d'Hollywood, un homme en particulier luttait avec une vérité qu'il portait depuis des décennies. Une vérité qu'il avait été trop effrayé, trop loyal pour partager. Cet homme était Chuck Norris. La bataille silencieuse de Chuck Norris. Bien avant que la tragédie ne frappe le plateau de The Crow, Chuck Norris savait déjà à quel point l'obsession d'Hollywood pour le réalisme pouvait être impitoyable. Il avait lui-même expérimenté les conséquences désastreuses des raccourcis pris sur un plateau, ne s'en sortant que par pure chance. Sa propre expérience, presque fatale, sur le tournage de Portée disparue, Missing in Action, l'avait marqué, non seulement physiquement, mais avec la connaissance inébranlable de la facilité avec laquelle la mort pouvait se glisser dans les failles d'une production précipitée. Au fond de lui, Chuck Norris portait une peur qu'il ne pouvait chasser, qu'un jour, quelqu'un n'ait pas autant de chance que lui. L'incident s'était produit pendant le tournage tumultueux de Portée disparue dans la chaleur intense des Philippines, une période où les films d'action étaient réputés pour leur authenticité. Les effets spéciaux numériques, CGI, étaient encore loin de transformer les cascades en illusions sûres et sans danger. À l'époque, le danger n'était pas un simple décor, il était tissé dans la trame même de la réalisation cinématographique. Les raccourcis étaient monnaie courante et les risques étaient vus comme des badges d'honneur, non comme les signaux d'alarme mortels qu'ils étaient vraiment. La scène était apparemment simple. Chuck, jouant un prisonnier de guerre endurci, devait être assis dans un camion criblé de balles alors que des tirs ennemis déchiraient le véhicule. Pour simuler cela, l'équipe des effets spéciaux avait équipé le châssis du camion de Skib, de petites charges explosives conçues pour imiter l'impact de balles sur le métal. Mais avant même que les caméras ne tournent, une inquiétude taraudait l'instinct de Norris, cet instinct qu'il avait maintenu en vie à travers des années de tournois d'arts martiaux, de cascades et de services militaires. Les Skib étaient placés inhabituellement près, alarmant,
trop près de l'endroit où il serait positionné. Il exprima ses préoccupations calmement, diplomatiquement. Mais le temps, c'était de l'argent. L'équipe était en retard, et le réalisateur avait besoin de la prise maintenant, pas après une heure de réajustement. Norris, toujours professionnel, ravala son appréhension et prit place dans le camion. Action, fut appelée. Une série assourdissante de détonations et d'éclairs éclata autour de lui. Puis, le désastre. Un skib détona violemment, projetant un éclat de fragments métalliques dans l'espace confiné. Norris ressentit l'impact immédiatement, une douleur brûlante et aveuglante sur son visage. Des éclats déchirèrent la chair près de son œil gauche et lacérèrent une partie de son nez. Le sang coulait sur son visage, éclaboussant le plancher rouillé du camion. Pendant un instant, tout s'arrêta, l'équipe, les caméras, le bruit du plateau, tout suspendu dans un silence stupéfait alors que Norris sortait en titubant du véhicule, tenant son visage, sa vision vacillante. Il fut transporté d'urgence dans un hôpital local où des médecins débordés, manquant des outils précis des grands centres médicaux occidentaux, firent ce qu'ils pouvaient. Une chirurgie d'urgence suivit. Une partie du cartilage nasal de Norris avait été arrachée, et un nez en plastique fut greffé à la hâte pour que la production puisse continuer sans remplacer sa star. Il survécut, de justesse. Mais la blessure n'était pas seulement physique. Dans les années qui suivirent, Chuck parla rarement de ce jour. Pourtant, une vérité glaçante prit racine en lui. Dans le monde de la réalisation de films d'action, la mort n'était jamais aussi loin que les caméras le laissaient croire. C'était une compagne constante, invisible, toujours à un raté, un faux pas ou un retard d'une fraction de seconde. À l'époque, Chuck pensait qu'il avait simplement eu de la malchance. Mais les années qui suivirent lui apprirent une vérité plus sombre, ce n'était pas une question de chance. C'était un système bâti sur la vitesse, la pression et le déni. Et il n'était qu'une question de temps avant qu'il ne fasse une victime qui ne s'en sortirait pas. Cette victime fut Brandon Lee, le fils de son vieil ami et idole, Bruce Lee. Quand il apprit que Brandon avait été tué sur le plateau, la vieille peur que Norris avait enfouie profondément en lui ressurgit avec force. Cette fois, quelqu'un n'avait pas survécu. Le cauchemar qu'il avait évité de justesse avait finalement réclamé quelqu'un d'autre. La réaction en chaîne fatale. Dans le chaos qui suivit l'effondrement de Brandon Lee, le monde du divertissement chercha désespérément des réponses. Mais la vérité était bien plus sombre que ce que quiconque craignait. Au début, les excuses fusèrent rapidement, c'était censé être une cartouche à blanc. L'arme avait été vérifiée. La scène était routinière. Mais à mesure que les enquêteurs épluchaient les couches de cette nuit fatidique, une vérité bien plus inquiétante et insidieuse émergea. L'erreur fatale avait été mise en mouvement des jours plus tôt. Pour les scènes nécessitant des gros plans du barillet chargé du revolver, un détail que le public ne remarquerait jamais consciemment, mais qui obsédait les réalisateurs, des cartouches factices avaient été fabriquées. Ces cartouches factices étaient censées paraître réelles, mais être inertes, sans poudre à canon. Cependant, lors de leur création négligée, personne n'avait correctement retiré l'amorce active, la petite capsule explosive à la base d'une balle qui, même sans poudre, pouvait générer assez de force pour déloger une pointe de balle dans le canon. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Quand la cartouche factice fut tirée pour un gros plan, l'explosion de l'amorce poussa la pointe de la balle. Pas hors du canon, mais juste assez loin pour qu'elle se coince à l'intérieur, transformant un accessoire inoffensif en une arme mortelle cachée. Personne n'entendit la balle bouger. Personne ne la vit se loger silencieusement dans le canon. Personne ne le remarqua. Plus tard, le même revolver fut rechargé, cette fois avec des cartouches à blanc, contenant de la poudre mais pas de projectiles, destinés à produire un flash et de la fumée pour la scène où le personnage de Brandon devait être abattu. Mais les cartouches à blanc, bien que dépourvues de projectiles, produisent toujours une force explosive. Et quand cette force rencontra la pointe de balle coincée, ce n'était plus une cartouche à blanc. C'était un tir pleinement létal. L'arme fut remise sans précaution. Les protocoles de sécurité, qui auraient dû être redondants et obsessionnels, furent réduits à des coups d'œil hâtifs et des suppositions. Le canon ne fut jamais correctement vérifié. La balle cachée ne fut jamais retirée. Ainsi, dans l'instant où la cartouche à blanc fut tirée, la réaction en chaîne fatale fut complète. La balle traversa le plateau et s'enfonça dans l'abdomen de Brandon Lee, perforant organes et artères, et mettant fin à sa vie. Au début, certains pensèrent qu'il jouait simplement, tant son expression de confusion et de douleur semblait authentique. Mais en quelques minutes, la réalité horrifiante s'imposa. Les caméras n'avaient pas capturé une scène, mais une catastrophe.
C'était une erreur mesurée non pas en années de négligence, mais en un seul détail oublié, une pointe de balle à peine de la taille d'un ongle. Cela coûta la vie à Brandon Lee. Cela dévasta une famille déjà marquée par la tragédie. Et cela brisa à jamais l'illusion que les plateaux de cinéma étaient des terrains de jeu où le danger pouvait être parfaitement chorégraphié et contrôlé. Derrière le glamour et la chorégraphie, la mort attendait depuis toujours. Silencieuse, patiente et impitoyable. Le monde exigeait des réponses, et à 85 ans, Chuck Norris était enfin prêt à les donner. Chuck Norris brise le silence. Pendant des décennies, Chuck Norris porta ce fardeau en silence. Il observa de loin, douloureusement, les suites de la mort de Brandon Lee. Il vit la fascination du public, les gros titres sensationnels et la curiosité morbide qui réduisirent la mort de Brandon à une anecdote hollywoodienne. Il entendit les théories folles d'assassinat, de sabotage et de malédiction poursuivant la famille Lee. Il vit comment l'industrie, pressée de tourner la page, passa à autre chose sans jamais vraiment affronter la pourriture sous-jacente. Chuck ne dit rien, non par indifférence, mais parce que la peur et la loyauté l'enchaînaient. Peur d'être blacklisté, peur de trahir collègues et amis, peur de déclencher une tempête qui consumerait les carrières d'amis avec lesquels il avait combattu pendant des décennies. Les avocats conseillaient le silence. Les studios murmuraient que parler pourrait détruire des carrières. Les publicistes avertissaient que pointer du doigt ne ferait qu'ajouter de la douleur et que quiconque le ferait serait vu comme un traître. Chuck ne fut pas ordonné au silence par des menaces. C'était quelque chose de plus discret, plus insidieux, une poignée de main, un regard, une conversation à huis clos. Ne remue pas ça. Tu ne feras qu'aggraver les choses. Laisse le passé enterré. Pendant des années, il enfouit la vérité, se disant que c'était plus sûr ainsi. Se disant que cela ne changerait rien. Se disant que le système n'écouterait jamais. Mais à 85 ans, Chuck Norris prononça enfin les mots qu'il avait enfouis au plus profond de lui. Des mots qui coupaient plus profondément que n'importe quel coup de pied circulaire qu'il avait jamais donné. Il dit, ils m'ont forcé à cacher ça. À 85 ans, avec le temps qui s'écoulait, Chuck ne pouvait plus porter seul le poids de cette vérité cachée. Chuck Norris, un homme qui avait bâti une vie de discipline autour du respect du risque, parla avec une certitude calme. La mort de Brandon Lee n'était pas un accident imprévisible. Ce n'était pas le destin. Ce n'était pas une coïncidence tragique. C'était une tragédie orchestrée par une cascade d'échecs humains, de petits raccourcis, des avertissements ignorés, une négligence désinvolte. Chaque étape aggravant la situation jusqu'à ce que le coup devienne létal. Au centre de tout cela se trouvait l'arme. Le revolver qui tira le coup fatal avait été mal manipulé dès le départ. Il avait été utilisé plutôt pour des scènes nécessitant des cartouches factices, des cartouches conçues pour sembler réelles mais inertes. Pourtant, lorsque la scène passa aux cartouches à blanc, prévues pour créer un flash sans projectile, le protocole de base exigeait une vérification approfondie et méticuleuse. Cette inspection, étonnamment, n'eut jamais lieu comme elle aurait dû. L'arme avait été laissée dans un état non sécurisé entre les prises, posée sur un chariot d'accessoires, accessible à tous, vulnérable à la contamination. L'armurier du plateau, le spécialiste dont le seul devoir était d'assurer la sécurité des armes, n'était pas toujours présent pendant les répétitions et les changements de décor. Pressé par les contraintes de temps et les pressions budgétaires, l'assistant réalisateur, qui n'était pas un expert en armes, prit sur lui de déclarer l'arme « froide », c'est-à-dire sûre à utiliser. Quand vint le moment de tourner la scène, il la remit à Brandon, faisant confiance à des procédures déjà pourries de l'intérieur. Il y avait eu des avertissements. Des avertissements de l'équipe. Au moment où Brandon Lee monta sur le plateau ce jour-là, l'engrenage du désastre était déjà enclenché, prêt à exploser. Chuck Norris, après des années de silence, ne pouvait plus prétendre le contraire. Il ne pouvait plus protéger le système qui lui avait demandé de détourner le regard. Brandon n'avait pas simplement été perdu à cause de la malchance. Il avait été pris par la négligence, pièce par pièce, erreur par erreur, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien à sauver. Les mots de Chuck ne vinrent pas avec colère. Ils vinrent avec chagrin, et avec eux vint un règlement de compte. Le prix du silence avait déjà été payé avec du sang. Maintenant, enfin, la vérité était prononcée à voix haute, et le monde, qu'il le veuille ou non, devait écouter. Le poids d'un héritage. Dès l'instant où Brandon Bruce Lee naquit, le monde avait déjà décidé qui il était censé devenir. Fils de Bruce Lee, l'icône qui avait redéfini les arts martiaux, brisé les barrières raciales et mourut au sommet de sa gloire. Brandon portait un héritage invisible, lourd et implacable.
De l'extérieur, cela semblait inévitable, même sourire éclatant, même athlétisme élancé, même feu dans les yeux. Beaucoup pensaient qu'il reprendrait le flambeau que son père avait laissé tomber trop tôt. Qu'il achèverait le voyage commencé par Bruce Lee. Mais Brandon résistait. Il aimait profondément son père, l'idolâtrait, mais il refusait de vivre comme une copie. Il poursuivit le métier d'acteur non pour être le prochain Bruce Lee, mais pour être Brandon Lee. Sa carrière prit donc un chemin différent, moins de démonstrations d'arts martiaux, plus de rôles complexes et chargés d'émotions. Il s'entraîna sans relâche, à la fois dans son art et dans le combat. Il étudia Shakespeare et la méthode d'acting avec la même discipline qu'il appliquait à la chorégraphie de combat. Les réalisateurs le remarquèrent rapidement. Brandon n'était pas une curiosité. Ce n'était pas juste un combattant. C'était un acteur avec de la profondeur, de l'âme, avec une étincelle électrique dans ses performances que la caméra ne pouvait pleinement capturer. Au début des années 1990, son ascension était imminente. Rapid Fire avait démontré son potentiel de star, charismatique, robuste, nuancé. Mais c'était The Crow qui promettait de le transformer en un nom connu de tous, un acteur principal sérieux dont le visage ornerait les couvertures de magazines, les affiches de cinéma et l'imaginaire culturel. Derrière cette carrière montante, cependant, vivait une anxiété plus discrète et plus sombre. Brandon était pleinement conscient des tragédies qui avaient hanté sa famille. Il connaissait les superstitions étranges et glaçantes, les murmures selon lesquels une malédiction poursuivait la lignée des Lee, un fantôme traquant leur sang. Il savait à quel point la vie pouvait être fragile, à quel point elle pouvait s'achever abruptement et cruellement. Publiquement, il n'en parlait jamais. Il souriait pour les interviews, riait des comparaisons et insistait pour regarder vers l'avenir. En privé, des amis proches disaient que Brandon confessait parfois ses peurs de ne pas vivre longtemps. Que le destin, quel qu'il soit, avait peut-être d'autres plans. Mais il continuait à poursuivre son rêve. Il continuait à construire un avenir. Il continuait à se battre pour créer une vie et un héritage qui seraient les siens. Quand Brandon Lee mourut sur le plateau de The Crow, le monde perdit plus qu'une étoile montante. Il perdit un homme qui luttait chaque jour, discrètement et courageusement, pour forger sa propre identité, pour se libérer de l'ombre imposante sous laquelle il était né. Pour ceux qui le connaissaient, la douleur de sa perte était amplifiée par la conscience que Brandon ne courait pas après la gloire. Il courait après un but. Il ne vivait pas dans le passé. Il essayait de créer un avenir. Un avenir qui fut volé avant qu'il n'ait jamais eu la chance de le vivre pleinement. Les vérités cachées d'Hollywood. Derrière les affiches scintillantes et les records au box-office, le genre de l'action à Hollywood prospérait sur une économie secrète du risque. Tout au long des explosifs années 1980 et 1990, alors que le public réclamait des sensations toujours plus grandes et plus sanglantes, la sécurité passait souvent au second plan. Les budgets s'envolaient pour les acteurs et les effets, mais des raccourcis étaient discrètement pris là où cela comptait le plus, protéger des vies. Les protocoles pour les armes, autrefois sacrés, commencèrent à s'éroder. Les armes qui auraient dû être vérifiées et revérifiées étaient passées négligemment entre des assistants surmenés. Les cartouches factices réalistes étaient parfois fabriquées à la main sans procédure de sécurité adéquate. Les règles de la chaîne de custodie s'effilochaient jusqu'à devenir invisibles. C'était un secret de polichinelle. Les producteurs, réalisateurs, acteurs, tous connaissaient la ligne invisible qu'ils frôlaient. Mais le spectacle devait continuer. Et le danger, croyait-il, faisait simplement partie du prix. L'accident qui coûta la vie à Brandon Lee sur le plateau de The Crow n'était pas une tragédie isolée. C'était le résultat inévitable d'un système défaillant qui avait ignoré les signaux d'alarme pendant bien trop longtemps. Et sous les tapis rouges et les trophées dorés, sous les applaudissements et la gloire, Hollywood portait sa honte. Pendant des années, Chuck Norris porta le fardeau de savoir à quel point il était passé près de la mort. La peur le garda silencieux. La loyauté le rendit obéissant. À 85 ans, il choisit enfin de parler. Et quand il le fit, l'industrie ne pouvait plus prétendre qu'elle n'avait pas été avertie. Le regret personnel de Chuck Norris. Pendant des décennies, Chuck Norris porta une blessure que personne ne pouvait voir, une cicatrice gravée non dans la chair, mais dans la mémoire. Il pensait souvent à Brandon Lee dans les heures silencieuses que la caméra ne pouvait capturer. Il se souvenait du garçon qui suivait son père, Bruce Lee, sur des plateaux poussiéreux, fasciné par le monde que son père traversait avec grâce et maîtrise. Chuck se souvenait de l'adolescent qui était devenu un jeune homme, intensément talentueux, humble, généreux avec son rire. Brandon n'était pas juste un nom ou un gros titre pour Chuck.
C'était une âme vivante, débordante de promesses. Quand Brandon mourut, le choc ne fut pas le pire. Le pire fut la prise de conscience que sa mort n'était pas un accident fric. C'était la conséquence fatale d'un système qu'il connaissait trop bien. Un système qui prenait des raccourcis, qui poussait les équipes trop vite, qui traitait les protocoles de sécurité comme négociables lorsque les délais se resserraient ou que les budgets s'amenuisaient. Et Chuck, malgré toute son expérience, malgré tous ses instincts, était resté silencieux. Il se répétait depuis des années que parler ne changerait rien, que cela lui coûterait des amis, aliénerait des studios, ternirait des réputations, peut-être même la sienne. Hollywood avait une longue mémoire pour les fauteurs de troubles, mais une mémoire courte pour les lanceurs d'alerte. À 85 ans, contemplant le long arc de sa vie et de sa carrière, Chuck admit enfin ce qu'il n'avait pas pu auparavant. Même la sécurité personnelle ne signifiait rien face à la valeur de la vie d'un jeune homme. Le véritable honneur, réalisa Chuck, ne se mesurait pas en trophée ou en gloire. Il se mesurait en courage. Le courage de défendre les vulnérables, même quand cela coûtait tout. Alors, il parla. Il parla non pas avec sensationnalisme, non pas avec des théories folles ou des accusations, mais avec chagrin, avec une clarté affûtée par des décennies de regrets. Il parla parce que Brandon Lee méritait cela, tout comme tous ceux qui faisaient confiance à la sécurité des plateaux de cinéma. Le prix du silence avait déjà été payé avec du sang. Maintenant, avec la vérité enfin prononcée, peut-être que la guérison pouvait commencer. Conclusion. Merci d'avoir revisité l'histoire de Brandon Lee avec nous. Si cela vous a touché, partagez vos pensées dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo avec nous et à la prochaine.